Au Cameroun, le procès du principal opposant Maurice Kamto et 88 de ses partisans qui s'est ouvert ce vendredi devant un tribunal militaire de Yaoundé a été renvoyé au 8 octobre prochain après le malaise d'un accusé. En RDC, une affaire de disparition de 15 millions de dollars des caisses de l'État découverte par l'Inspection générale des finances lors d'un audit controversé agite le monde politique. On en parle dans cette édition. Et puis au Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe, héros de l'indépendance qui a dirigé son pays de 1980 à 2017, est décédé à l'âge de 95 ans. L'annonce de son décès a été faite ce vendredi. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Cameroun, le procès du principal opposant Maurice Kamto et 88 de ses partisans qui s'est ouvert ce vendredi devant le tribunal militaire de Yaoundé a été renvoyé au 8 octobre prochain, ceci après le malaise d'un accusé au début de l'audience. Écroué depuis janvier, l'opposant Maurice Kamto est jugé à partir de ce vendredi avec 90 partisans pour hostilité contre la patrie, rébellion et insurrection par un tribunal militaire à Yaoundé. Arrivé deuxième à l'élection présidentielle au Cameroun en 2018, il encourt théoriquement la peine de mort, même si elle n'est plus appliquée dans le pays. Dès l'aube, ce vendredi, un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé aux abords du tribunal militaire où l'opposition a appelé ce mercredi les Camerounais à venir massivement. Ce procès, qui suscite critiques et inquiétudes dans la communauté internationale, s'ouvre dans un pays longtemps considéré comme un îlot de stabilité en Afrique centrale, où le président Paul Biya, qui règne depuis 36 ans, est de plus en plus contesté et confronté à d'autres crises telles que la rébellion séparatiste des anglophones à l'ouest et la recrudescence des attaques de Boko Haram au nord. Depuis la proclamation de la victoire de Paul Biya l'an dernier pour un 7e mandat consécutif, des manifestations pacifiques sont organisées dans plusieurs villes du pays par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti de Maurice Kamto, qui estime avoir remporté l'élection. C'est à l'issue d'une de ces marches que le leader de l'opposition et des centaines de partisans avaient été interpellés par les forces de l'ordre fin janvier. En République démocratique du Congo, une affaire de disparition de 15 millions de dollars des caisses de l'État agite le monde politique. L'Inspection générale des finances a découvert le retrait de cette somme en liquide lors d'un audit auprès de certaines sociétés d'État. Après transmission de ce rapport, 2 inspecteurs des finances ont été interpellés puis relâchés par les services de sécurité, chose que fustige l'association congolaise pour l'accès à la justice qui dénonce des entraves au travail des inspecteurs. Du côté du cabinet du président de la République, on qualifie ces missions d'audit d'irrégulières. Selon eux, les missions de contrôle de l'IGF devraient requérir l'instruction de la présidence de la République ou tout au moins l'information. Je vous propose ici un extrait des différentes réactions autour de cette affaire. D'abord, nous demandons 3 choses importantes. Premièrement, nous demandons la cessation immédiate de toute entrave qui est faite aujourd'hui à l'exécution de cette mission de contrôle des dépenses de l'État par les inspecteurs. Les inspecteurs, c'est un corps qui constitue un des organes de contrôle, comme nous en avons dans ce pays aussi avec la Cour des comptes. Et ils doivent faire leur travail. Donc ceux qui sont derrière cette action de sabotage, ceux qui s'érigent en obstacle doivent cesser parce qu'ils commettent les infractions. Et que le travail qui consiste aussi sur l'audit doit être poursuivi jusqu'à la fin et que ceux qui seront reconnus comme coupables d'actes répréhensibles soient identifiés et mis aussi à la disposition des juges. Et c'est de cette manière-là que nous pensons que le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a toujours répété que son mandat est placé sous les piliers de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, contre le détournement des deniers publics et contre l'enrichissement illicite, son mandat pourra réussir et l'ensemble des promesses
qu'il a faites au peuple pourront être tenues. Parce que si la corruption n'est pas combattue, les détournements des deniers publics ne sont pas combattus, notamment par ces organes de contrôle, je pense qu'il ne pourra pas atteindre ses objectifs. L'inspection générale des finances dépend de la présidence de la République. Cela étant, toute mission de contrôle de l'inspection générale doit requérir l'autorisation de la tutelle donc de la présidence de la République ou tout au moins en être informé. Or, le contrôle dont question ici a été fait sans respect de normes procédurales. Il ne s'agit que de cela. Donc le directeur des cabinets n'a jamais fait une obstruction à une mission de contrôle qui d'ailleurs relève de la Cour des comptes selon les textes. Donc ici, il a voulu simplement rappeler la procédure et la norme. Donc la mission de l'inspecteur général s'est fait en dehors de cette procédure. Ailleurs, on parlerait simplement d'une insubordination parce que c'est la présidence de la République qui détermine les termes de référence de la mission et qui a la prérogative de signer tout contrôle par l'inspection générale des finances. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'au-delà du fait que cette mission s'est faite en violation de la loi, mais l'inspecteur en question est retraité depuis 2011. Cela est vérifiable. Et donc, tout ce qu'il fait est nul et de nul effet. Au Soudan, la liste des membres du tout premier gouvernement de l'après Omar el-Béchir a été publiée jeudi par le Premier ministre Abdallah Hamdok. Ce premier gouvernement est issu de l'accord de partage du pouvoir entre les civils et les militaires. Reportage. Le premier gouvernement soudanais depuis la chute d'Omar el-Béchir a été dévoilé ce jeudi par son chef Abdallah Hamdok. C'est une étape majeure du processus de transition qui prévoit la mise en place d'institutions devant mener à un pouvoir civil. Annoncé en conférence de presse, le gouvernement est composé de 18 membres, dont 4 femmes, notamment la ministre des Affaires étrangères Asma Mohamed Abdallah. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle ère. Si nous réussissons bien à la gérer, cela ouvrira la voie à la reconstruction d'un Soudan dont nous serons tous fiers. Un Soudan qui respecte la diversité, un Soudan bon, démocratique. La principale priorité du gouvernement de transition est de mettre fin à la guerre et de construire une paix durable. Les points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord sont les normes relatives au professionnalisme et en particulier à la représentation des hommes et des femmes. Les femmes de mon pays qui ont participé à la révolution, qui étaient au premier rang et dont le nombre était encore plus élevé que celui des hommes. L'un des premiers défis de ce nouveau gouvernement sera de relever l'économie d'un pays ayant notamment souffert de 2 décennies de sanctions américaines. Au Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe, héros de l'indépendance qui a dirigé son pays de 1980 à 2017, est décédé à l'âge de 95 ans. L'annonce de son décès a été faite ce vendredi par le chef de l'État, Emmerson Mnangagwa. L'ancien dirigeant zimbabwéen Robert Mugabe, dont le décès à 95 ans a été annoncé ce vendredi par le président Emmerson Mnangagwa, était un des derniers ex-chefs d'État africains encore en vie à avoir lutté pour l'indépendance de son pays avant de le diriger. Le commandant Robert Mugabe était une icône de la libération, un panafricain qui a dédié sa vie à l'émancipation de son peuple. Sa contribution à l'histoire de notre nation et de notre continent ne sera jamais oubliée. Que son âme repose en paix, a déclaré Emmerson Mnangagwa dans un tweet. Lorsqu'il a pris les rênes de l'Est-Rhodésie, devenue indépendante en 1980, Robert Mugabe a séduit. Sa politique de réconciliation au nom de l'unité du pays lui vaut des louanges générales, particulièrement dans les capitales étrangères. Vous étiez mes ennemis hier, lâché par l'armée et son parti, Robert Mugabe, qui a été contraint à la démission en 2017, a laissé un pays englué dans une profonde crise économique qui ne cesse d'empirer. La Chine a salué ce vendredi en Robert Mugabe, un dirigeant d'exception dont Pékin fut l'un des rares alliés. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a également salué un champion de la lutte contre le colonialisme. Il faut dire que les habitants de Harare ont réagi après le décès de l'ancien président et héros de l'indépendance du Zimbabwe. On écoute.
En tant que dirigeant, la seule chose faite de mal, c'est d'être resté aussi longtemps au pouvoir. Et c'est la seule chose qui n'était pas juste, à mon avis. C'est notre ancien président et nous a libérés des colonialistes tout en nous donnant des terres. L'ancien président Robert Mugabe est une icône révolutionnaire et pour moi, de parler un anglais correct, c'est grâce à notre ancien président. Autre actualité dans cette édition, le pape François est arrivé à Madagascar ce jour pour la deuxième étape de sa tournée africaine qui s'étend sur 3 pays. Il a été accueilli à l'aéroport par le président malgache Andry Rajoelina. Le souverain pontife a quitté ce vendredi le Mozambique avec un message qui prône la paix et l'équité, un message qui trouvera un écho à Madagascar. Tout au long de sa visite jeudi et vendredi au Mozambique, le souverain pontife a martelé qu'il faut rejeter la vengeance et la haine, dénoncer la planification de représailles sous des formes apparemment légales, promouvoir l'égalité des chances et l'équité sociale pour éviter de créer un terrain fertile qui, tôt ou tard, provoquera l'explosion. Au Nigeria, cela fait déjà près d'un mois que le chef de l'État Muhammadu Buhari a ordonné à la Banque centrale d'empêcher l'émission de devises aux importateurs de produits alimentaires dans le pays. 17 jours après la fermeture des frontières avec des pays voisins, notamment le Bénin et le Niger, la situation, tant sur le plan social, économique et politique, inquiète. Voici l'analyse qu'en fait Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria. Buhari a décidé d'aller au-delà des limites de son portefeuille pétrolier. Il a ordonné à la Banque centrale d'empêcher l'émission des devises aux importateurs de produits alimentaires dans le pays. L'objectif apparent de cette décision est de stimuler la production alimentaire locale, assez louable pourrait-on dire. Le fait que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui et que nous dépendons d'autres pays pour une grande part de ce que nous consommons, d'après le président du Nigeria, comme nourriture est dû à la négligence irresponsable des dirigeants du pays et à l'impossibilité de mettre en place une culture consumériste fondée sur l'importation aveugle de tout ce qui est étranger au reste du monde. C'était là les propos du chef de l'État nigérien Muhammadu Buhari qui poursuivit en ces termes. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépendre des autres pays pour nos besoins fondamentaux, notamment en nourriture. Nous ne devrions pas consommer ce que nous ne pouvons pas produire et si nous devons importer des choses, ces choses doivent être rationalisées sous la surveillance très étroite du gouvernement. À travers ces propos, il y a lieu de se poser certaines questions. Le processus de repli sur soi ne peut pas commencer ni être réalisé du jour au lendemain. Pas une politique à mettre en œuvre comme l'ordre d'un commandant militaire. C'est la raison pour laquelle de nombreux Nigérians s'inquiètent de la manière dont la directive interdisant le forex aux importateurs de produits alimentaires a été émise et est actuellement appliquée. Non seulement le gouvernement Buhari n'a pas mis en place de mesures pour atténuer les effets d'une telle politique, mais il est déterminé à la mettre en œuvre immédiatement. Quelques jours après l'annonce de la politique d'interdiction d'échange, le prix des denrées alimentaires, en particulier du riz, s'est envolé. Entre 13 000 et 14 000 naira, environ le double de son prix sous l'administration de Goodluck Ebele Jonathan, un sac de 50 kg de riz va maintenant pour 20 000 naira et continue de monter. Apparemment, pour montrer sa détermination à mettre en œuvre cette politique, le gouvernement a également choisi ce moment pour clore le processus. Les frontières du pays, en particulier la frontière de Sémé par laquelle le riz ainsi que de nombreuses autres marchandises de contrebande sont importées dans le pays via le Bénin, sous une soi-disant patrouille de sécurité commune, comprenant les militaires et les douaniers nigérians, les frontières du Nigeria avec ses voisins plus petits ont été fermées à la suite de la directive présidentielle, censée lutter contre le banditisme et l'insurrection, entre autres crimes transfrontaliers. Dans l'illusion que le Nigeria est parvenu à l'autosuffisance en matière de production de riz local, Buhari poursuit une politique qui ne pourrait que garantir une hausse astronomique des prix des denrées alimentaires sans nécessairement mettre fin à la contrebande. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.